Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Comme chaque année, au mois de janvier, nous rappelons la date de la libération du camp d'Auschwitz. Cette année, nous nous trouvons au mémorial de la Shoah à Paris, dans le Marais, qui fait un travail remarquable de transmission. Son directeur, Jacques Fredge, nous reçoit. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, comment définiriez-vous le rôle des institutions mémorielles comme le mémorial de la Shoah? Alors, nous avons une mission, une feuille de route qui a été fixée par nos fondateurs. Nous sommes d'abord le plus grand centre d'archives en Europe sur l'histoire de la Shoah. Nous détenons 50 millions de documents d'archives et ça a été à l'origine de la création du mémorial. Tout d'abord, la préservation des archives pour transmettre, pour enseigner, pour permettre bien évidemment aussi d'écrire l'histoire. C'était cela à l'origine, l'idée de nos fondateurs. Et aujourd'hui, je dirais que notre second pilier, c'est d'éduquer. Éduquer le grand public, éduquer les jeunes générations, éduquer à la tolérance, éduquer contre l'antisémitisme et contre l'histoire des génocides. C'est la mission de l'institution. En quelle année et par qui a été créé le mémorial? Alors, le mémorial est créé en avril 1943. C'est quelque chose de totalement invraisemblable. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Isaac Schneerson, qui est le cousin de celui qui créera le mouvement Loubavitch à New York. Lui est un juif étranger arrivé de Russie. Et comme tous ces juifs étrangers, il est amoureux de la France. Et donc, arrivé en France, il pose ses habits identitaires au vestiaire avec le rêve de devenir français. C'est ce qu'il fait, mais il est frappé par la Seconde Guerre mondiale, comme tous les Juifs, c'est bien son spolié, et donc il se retrouve finalement à essayer d'aider la communauté, et en avril 1943, il est de ceux qui pensent que le pronostic vital de la population juive d'Europe est très lourdement engagé, et il se dit, nous ne savons pas qui survivra, mais ceux qui survivront devront pouvoir raconter avec des documents d'archives. Et c'est de cette manière-là, avec un petit groupe, il va commencer à collecter des archives. L'essentiel des archives vont être collectées au moment des combats pour la libération de Paris. Notre institution, qui n'a pas encore de nom, qui s'appelle le Centre de documentation juive, finalement, à la fin de la guerre, se trouve avec tellement de documents d'archives que le gouvernement français nous demande de partir avec l'équipe française qui va à Nuremberg pour étayer la plaidoirie française. Et donc, on va rester à Nuremberg pour l'ensemble des procès. Vous imaginez ce visionnaire qu'est Schneerson, qui est un industriel, à l'origine un rabbin orthodoxe en Russie, et qui va comprendre l'importance des preuves, des archives, de la documentation pour pouvoir permettre à ceux qui survivront de raconter. C'est formidable que vous puissiez nous raconter tout ça parce que c'est totalement méconnu, je dirais, et que ce qui nous évoque le mémorial de la Shoah, c'est ce dont on va parler tout de suite, c'est-à-dire ce fameux mur à l'extérieur qui a été inauguré en 2005. Qu'est-ce qu'il représente par rapport à la crypte? En fait, c'était ce que Schneerson voulait, qui est cette reconnaissance, cette véritable prise de conscience. Et il y a d'autres voix qui ont dit non. Ce qui est en train de naître maintenant, c'est la question de l'éducation. Donc la question de l'éducation, c'est le nouveau défi que l'institution doit relever, et c'est la raison pour laquelle on a continué à vivre, mais plus encore, on a pris conscience qu'il fallait s'agrandir. Donc on a créé cette exposition permanente, on a créé plein d'autres espaces destinés aux scolaires, au grand public, etc. Et puis, nous avons décidé, je dirais, d'aller encore plus loin dans cette partie mémorielle qui avait été initiée par Schneerson, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en août 1944, dans les combats pour la libération de Paris, Schneerson va récupérer des fonds d'archives extraordinaires, des fonds d'origine française et des fonds d'origine nazie. Dans ces fonds d'origine nazie, nous mettons la main d'une manière assez rocambolesque sur un fonds qui est le service 4B4, c'est-à-dire qui est
le service anti-juif de la Gestapo. Nous avons dans ces archives des choses extraordinaires qui seront d'ailleurs utilisées dans les procès. Nous avons le télégramme d'Isieux, sans lequel il n'y aurait pas eu l'inculpation de Klaus Barbie lorsqu'il va être ramené en France. Mais je passe les détails. Il y a tout l'envers des discussions entre le régime de Vichy et les autorités nazies à Paris. Si l'on sait que Laval va plaider pour la déportation des enfants après la rafle du Veldiv, c'est grâce à ce fonds d'archives, parce que vous savez, il y a des choses que les hommes politiques comprennent qu'ils ne doivent pas écrire. Ils viennent les dire oralement. Mais à Paris, les autorités nazies étaient des petits télégraphistes et ils envoyaient tout à Berlin. Et donc, voilà, les historiens ont travaillé beaucoup dans ce fonds. Et dedans, il y avait quelque chose d'incroyable, la liste originale de tous les convois de déportation de Juifs qui ont quitté la France. C'est-à-dire que dès 1945, on était capable à peu près de dire combien de Juifs avaient été déportés. Et donc, lorsqu'on a agrandi le mémorial, on s'est dit, mais finalement, c'est non. Il faut qu'on les remette à la lumière du jour. On a cherché à assassiner les Juifs dans la pénombre d'Auschwitz. Nous devons les graver pour l'avenir de manière définitive, comme Schneerson a créé la crypte, nous devons les graver dans la pierre. Et donc, ça a été l'idée, en quelque sorte, de redonner une identité, parce que dans certaines familles, tout le monde a été déporté. Il n'y a plus personne pour dire le nom. Et donc, nous nous sommes dit, avec ces noms-là, gravés dans la pierre, c'est à la fois... On parachève le travail de Schneerson, mais en même temps, on construit l'avenir. Parce que l'histoire de la Shoah, c'est comme ces photos d'enfants ici. C'est une personne, plus une personne, plus une personne. L'histoire d'un génocide, c'est cela. C'est-à-dire qu'on va, devant le mur des noms, vous allez voir des noms, des prénoms, des dates de naissance. Et c'est 76 000 noms de Juifs qui ont été déportés. Donc ça a été un très grand travail de la part des équipes du mémorial. Et d'ailleurs, le mur a été créé en 2005. Nous l'avons refait en 2020, puisque nous avons apporté 5000 corrections. Alors, nous continuons à corriger le mur, parce qu'on ne pourrait pas supporter une erreur d'orthographe sur le nom de nos parents, sur une pierre tombale. Ce qui se passe à l'extérieur du musée avec le mur se passe à l'intérieur. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que vous corrigez tout le temps, vous avancez tout le temps. Exactement. Et on veut un monument vivant, c'est-à-dire qu'on veut un monument le plus proche possible de la réalité, pour témoigner, mais parce qu'on est une institution d'histoire, on veut aussi être le plus exact possible. Et c'est vrai que, en dehors de l'aspect mémoriel, oui, je dois vous dire que, vous savez, le mur des noms, ça a été d'abord, on l'a pensé au moment de la rénovation du mémorial. Mais on ne savait pas si finalement, ce que ça allait donner. Et vous savez, on a eu comme ça des histoires incroyables. On cherchait une pierre. Moi, j'avais fait le tour du monde entier pour voir les murs qui existaient à l'époque. Le plus important, c'était le mur du Vietnam qu'il y avait à Washington. Et j'étais rentré de Washington en étant convaincu qu'il fallait construire ce mur. Mais j'étais convaincu également qu'il ne fallait pas la même pierre noire qu'à Washington, parce que nous, on était au mémorial, c'était déjà un sujet très sombre, donc ce n'était pas la peine d'en rajouter. Et donc, un jour, un pierreux nous propose une pierre, parce qu'il fallait une pierre qui résiste à la lumière, aux intempéries, etc. Et il me dit, voilà, c'est exactement la pierre, moi, que je voulais, que j'imaginais, etc. Et donc, on discute. Et à un moment, je lui dis, mais dites-moi, ça vient d'où, la pierre? Il me dit, c'est de la pierre de Jérusalem. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Et c'est comme ça qu'on construit le mur. Et finalement, ce mur est devenu quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire, c'est un monument dans le monument. Il y a des gens qui viennent voir le mur uniquement pour voir les noms de leur famille. Oui. Et qui s'en vont, comme vous venez dire bonjour à vos parents. Oui, oui, mais malheureusement, je pense que, et je souhaite que nos téléspectateurs qui connaissent ce mur aient envie de venir et de rentrer, parce que tout à l'heure, je voyais encore des étudiants qui étaient étonnés, attentifs à regarder tout ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, je sais que vous avez un parcours permanent. Comment vous l'organisez, ce parcours ? Alors en fait, on a un parcours permanent qui est centré sur l'histoire des Juifs de France pendant la Shoah. C'est-à-dire qu'on parle à la fois de la spécificité de la France,
et je vais y revenir, mais en même temps, tout cela est lié à une histoire européenne, parce qu'on veut surtout pas laisser entendre au public que Vichy est né tout seul comme un champignon isolé. On est dans une situation historique européenne, et la Shoah, c'est un génocide européen. Et donc, si vous voulez, la difficulté, c'est que, d'une part, il faut faire comprendre la spécificité de la France, c'est-à-dire 25% des Juifs sont déportés, 75% des Juifs survivent à la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on a un gouvernement parmi les plus antisémites d'Europe. Il faut qu'on arrive à expliquer comment 75% des Juifs survivent, alors qu'en Pologne, c'est plus de 95% des Juifs qui sont assassinés. En Hollande, plus de 75% des Juifs qui sont déportés et assassinés. C'est quoi la spécificité de la France? Ça, c'est la première des choses. Comprendre, essayer de transmettre ce qu'a été l'histoire de la Shoah, de manière globale. Et puis, le rôle du mémorial, c'est de redonner un sens aux mots dans une société où les mots n'ont plus de sens. De réexpliquer ce que c'est qu'un pogrom, qu'un ghetto, qu'un génocide, de parler de l'histoire des Juifs, parce que parler de l'histoire de la Shoah seulement, je dirais, n'est pas suffisant pour combattre des préjugés antisémites qui fleurissent aujourd'hui. Donc, on parle de l'histoire des Juifs avant la guerre et après la guerre, pour expliquer finalement ce que c'est un Juif, pour lutter et déconstruire les préjugés antisémites, pour montrer que les Juifs ne sont pas des étrangers, que les Juifs de France sont arrivés au moins à partir du IVe siècle en France, qu'il y a une histoire des Juifs en France, que ce ne sont pas des étrangers arrivés comme des extraterrestres en 1939 ou au moment de l'affaire Dreyfus, qu'il y a une histoire dans la durée. Et donc, le mémorial est à la fois dans cette difficulté, c'est-à-dire qu'on a un vrai challenge en un temps record, parce que les élèves viennent une demi-journée, 2h30, 3h, on doit faire passer beaucoup de messages, mais par contre, si vous voulez, on a des outils extraordinaires aussi. Ce travail que nous faisons à Paris, vous le savez, nous avons 6 autres musées en province, et notamment un musée qui est à Drancy, face à la cité de la Muette, là où la majorité des Juifs de France ont transité avant d'être déportés à Auschwitz. Et on est dans le 93, hein, en Seine-Saint-Denis, et le mémorial, si vous voulez, on n'entend pas parler du mémorial, parce que finalement, à l'exception de vous, le mémorial fait un travail, je dirais, de terrain. Et ça n'intéresse personne, le travail de terrain. Mais c'est ce travail de fourmi que nous accomplissons, à la fois pour transmettre, pour préserver, et aujourd'hui, pour montrer les conséquences de l'antisémitisme dans l'histoire de la Shoah, montrer les conséquences du racisme dans l'histoire des génocides, et véritablement montrer à quoi on peut arriver avec une hausse, une transformation de l'antisémitisme en des lois qui sont inspirées par un État, comme ça a été avec l'Allemagne nazie, et puis voilà à quoi on peut arriver. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, au-delà de la Shoah, vous abordez ici l'histoire de 2 génocides du XXe siècle. Lesquels et pourquoi? Alors en fait, lorsqu'on a rénové le mémorial, en 2005, on a commencé les travaux en 2000, il y avait un débat qui était en train de se clore. C'est-à-dire que dans les années 90, je me rappelle quelqu'un comme Claude Lanzmann qui disait « La Shoah, il ne faut pas l'enseigner. Il n'y a que le deuil possible. » Mais après la déclaration de Chirac, l'enseignement d'histoire de la Shoah est devenu obligatoire en France. Il faut le souligner. Hein, c'est-à-dire qu'on est un des rares pays au monde où on enseigne l'histoire de la Shoah maintenant, à 3 moments de l'année, 3 moments de la scolarité d'un enfant, au collège, au lycée, et y compris au cycle 3. Et donc, si vous voulez, pour des personnes comme nous, dont le rôle était d'enseigner, de transmettre à des jeunes, la parole de Claude Lanzmann ne suffisait pas. Et donc,
on s'est dit, on va enseigner l'histoire de la Shoah, mais la grosse difficulté sur le plan pédagogique, c'est quand vous essayez de dire que la Shoah est un phénomène unique, il y a quelque chose qui déjà ne passait pas. Parce que ça montrait en quelque sorte une forme d'arrogance, de supériorité victimaire, de façon de montrer que les Juifs auraient gagné le palmarès de la souffrance. Et donc nous qui avions cette mission à partir de 2005 d'enseigner, on s'est dit, au lieu d'enseigner l'histoire de la Shoah d'une manière unique et spécifique, on va l'enseigner dans la comparaison. Parce qu'en fait, le travail de l'historien, c'est toujours de comparer. Donc on s'est dit, nous allons comparer ce crime avec des crimes comparables. Donc c'est-à-dire qu'on s'est dit, nous allons, à partir de 2005, travailler sur l'histoire des génocides de façon à montrer la spécificité de l'histoire de la Shoah, mais dans la comparaison, dans la pédagogie, et non pas comme ce qui pourrait apparaître comme une forme d'arrogance. Et donc, on a commencé à l'époque à travailler avec un conseil scientifique d'historiens sur le génocide des Arméniens, le génocide des Tutsis au Rwanda, et finalement, de fil en aiguille, ces dernières années, nous avons ajouté également, bien sûr, le génocide des Tziganes, et puis le génocide des Herero et des Nama, qui a été perpétré en Namibie au début du XXe siècle, qui est considéré comme le premier grand génocide par les spécialistes. Et si vous voulez, ce qui est important, c'est que, en dehors de la comparaison sur le plan scientifique, c'est aussi une façon de montrer qu'il n'y a pas de concurrence des mémoires. Dans une institution comme le Mémorial, si vous revenez dans un mois, il y aura une exposition sur le génocide des Tutsis au Rwanda parce que ça va être le 30e anniversaire. Aujourd'hui, en 2024, il faut que vous sachiez que nous avons des équipes du Mémorial qui font l'aller-retour entre Kigali et Paris parce que nous formons les archivistes rwandais pour classer les archives du génocide. Nous formons les guides qui sont dans les lieux de mémoire au Rwanda. Vous dire à quel point ce travail, finalement, sur les génocides est vraiment très présent dans notre action. Ça nous sert énormément sur le plan pédagogique, parce que dans certains établissements scolaires, on ne peut pas venir et frontalement venir parler de l'histoire de la Shoah. Donc on y vient avec une stratégie pédagogique, en parlant d'abord de l'histoire des génocides et du racisme, pour montrer les mécanismes des génocides à l'histoire de la Shoah, du racisme à l'antisémitisme. Ça nous sert énormément dans certains établissements scolaires. Et puis, c'est vrai que ça ouvre énormément notre champ de travail. Nous avons d'ailleurs même créé, dans moi ce que je considère le saint des saints... Un centre de recherche. Un centre de recherche, bravo, Raphaël Lemkin, que nous avons dédié à toutes les archives que nous avons accumulées ces 20 dernières années sur l'histoire des génocides. Et si vous revenez d'ici peut-être un an, nous aurons également l'intégralité des archives qui auraient été numérisées au Rwanda. Dans tout ça, c'est quoi l'idée? C'est de préserver la mémoire pour ceux qui savent, ou c'est pratiquement et essentiellement faire un travail d'éducation pour les petits et pour les grands? En fait, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que d'une part, faut que vous sachiez que nous continuons. D'abord, le travail n'est pas fini. La collecte d'archives n'est pas terminée. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je vais lancer un appel à toutes celles et ceux qui vous regardent pour leur faire comprendre que nous continuons à collecter entre 300 et 500 000 documents par an nouveaux d'archives. C'est colossal. Et les documents d'archives sont très importants, donc, parce qu'ils permettent d'écrire l'histoire. Il faut bien comprendre que globalement, on connaît l'histoire de la Shoah. Mais il y a encore des travaux de recherche qui se font sur ce sujet. Je peux prendre par exemple l'exemple... quand il y a un attentat islamiste, c'est-à-dire que quand on est confronté, comme il y a 11 ans, avec l'attentat horrible d'Ozer HaTorah à Toulouse, où un monstre a tué des enfants et des adultes à bout portant. Est-ce que tout d'un coup, vous le sentez, vous, ici? Est-ce que les gens ont besoin de comprendre en venant et en tentant de comprendre l'histoire? Est-ce que c'est quelque chose qui, tout d'un coup, modifie les choses? Vous savez, en 2012, nous, l'attentat d'Ozer HaTorah va nous concerner plus particulièrement et va nous parler plus particulièrement parce que sans le savoir, Mohamed Merah va faire un geste qui s'apparente. Il va mettre une balle dans la tête aux enfants Sander
qui, pour nous qui travaillons sur ce sujet-là, ça s'apparente à ce qu'ont fait les Einsatzgruppen dans la première partie des fusillades massives qui se sont déroulées à l'Est. Et donc, ça nous a véritablement bouleversés parce que c'était la première fois qu'on avait un terroriste né en France, qui avait été sur les bancs de l'école publique. Et donc on se disait, mais nous, on considère qu'on est un peu le ministère de l'Éducation nationale en quelque sorte. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a raté? Et c'est là qu'on a aussi pris conscience qu'il fallait changer notre façon d'enseigner. Que jusqu'en 2012, on enseignait l'histoire de l'achat comme des experts. Et à partir de l'attentat d'Osar Hatorah, on s'est dit non. Il va falloir qu'on enseigne cette histoire en faisant des allers-retours entre le présent et le passé, et parce que nous, on s'est arrêté au passé. Et en montrant finalement la persistance de l'antisémitisme, la question des préjugés, et puis surtout, on s'est dit, mais on va parler aussi de ce qui, on va dire de l'inverse, de ce qui permet à un génocide de se mettre en marche. C'est-à-dire on va magnifier les valeurs de la démocratie, les valeurs de la République, parce que forcément, quand vous parlez de la prise de pouvoir d'Hitler, vous expliquez comment il est arrivé au pouvoir, et donc la prise de pouvoir, la nazification de la société allemande, eh bien, quelque part, on se dit que si on a une démocratie, il faut la préserver, il faut la choyer, et je pense que aujourd'hui, c'est aussi un sujet, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte qu'on a la chance de vivre dans une république, qu'il y a des valeurs qu'on peut critiquer, ou dans une démocratie qu'on peut critiquer, mais au final, combien de pays dans le monde, combien de gens dans le monde vivent dans des démocraties? Est-ce que l'enseignement de l'histoire ne doit pas amener aussi à prendre conscience qu'il faut préserver cette démocratie dans laquelle on a la chance de vivre? Donc tout ça, bien sûr, je le dis, non pas, nous ne sommes pas des militants politiques, mais c'est évident qu'il faut aussi faire comprendre à des jeunes qu'il y a des situations particulières dans lesquelles naissent des abominations, et il faut qu'ils arrivent à faire le choix et également voir le système politique auquel ils aspirent. Pour moi aujourd'hui, en tout cas pour ma part, la seule façon de tenter de réparer ou de sauver ça, c'est avec les générations qui arrivent, donc les jeunes, donc l'éducation. Combien de classes vous recevez ici par an? Alors, on est à plus de 3000 classes par an, on est à près de 100 000 scolaires. Si vous voulez, nous, on a essayé d'agrandir le mémorial ces dernières années parce qu'on n'aime pas refuser des scolaires. Donc, on essaye de faire en sorte d'accueillir le plus grand nombre de scolaires. On a même, justement, à la fois parce que la France est un grand pays, mais aussi parce qu'on a des limites en termes de capacité, on va même dans les écoles. C'est-à-dire que maintenant, il faut que vous sachiez qu'en 2023, on a été dans 1000 classes en France. Voilà. De façon à permettre à des élèves qui habitent au fin fond de la France de bénéficier aussi des ateliers qui sont menés par le mémorial. Et aussi, il faut le dire, parfois il y a des difficultés à venir à Paris, des problèmes de transport, etc. Donc on essaye de se mettre au service du plus grand monde. Mais vous savez, nous on est des optimistes, c'est-à-dire qu'on croit en l'homme. On ne naît pas raciste ou antisémite, on le devient. Alors à partir du moment où on est capable de devenir antisémite, nous on pense qu'on est capable aussi de permettre une prise de conscience et de permettre de déconstruire les préjugés antisémites qui continuent d'être aujourd'hui. À quoi on est confronté au mémorial? On est confronté à l'ignorance, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un juif. On est confronté aux préjugés, parce qu'il y a des choses qu'on répète dans la famille, dans l'environnement, et on le répète bêtement. Et c'est vrai qu'on a une machine qui a été faite pour fabriquer des préjugés. Simplement, il faut le savoir, il faut le comprendre, et il faut apprendre à le filtrer. Voilà. Et puis, il faut apprendre à développer un sens critique des élèves, qui vont lire sur les réseaux sociaux ou ailleurs des choses qu'ils ne vérifient même pas. Donc tout cela fait partie, en quelque sorte, du travail que nous essayons d'accomplir avec les élèves. C'est formidable déjà, et je sais qu'Yad Vashem fait un peu le même travail en invitant des pédagogues du monde entier pour leur montrer et le pays et le musée, et leur donner, entre guillemets, les armes pour pouvoir toucher des enfants et des adolescents, pour que ça puisse percuter leur sens. Est-ce que vous vous retrouvez des fois confronté à des professeurs
qui par peur, puisqu'on a vu des massacres arriver sur des professeurs, ou par éloignement de ce sujet, être un peu réticents à vouloir faire ce travail? Alors, depuis maintenant 2005, le mémorial fait des formations pour les enseignants. On a près de 6000 enseignants par an en formation. Donc là aussi, nous allons dans toute la France. C'est organisé en partenariat avec l'Éducation nationale et nous faisons des formations soit sur l'histoire de la Shoah, soit sur l'histoire des génocides, soit sur l'antisémitisme, etc., en fonction des priorités de chaque académie. Alors, nous, vous savez, les 6000 enseignants qu'on a par an, on est en contact avec les meilleurs enseignants qui en France. Parce que les formations que nous faisons, c'est un véritable défi intellectuel. Nous leur proposons des formations d'une semaine en France, en Pologne, en Allemagne, en Israël, etc., où véritablement on leur explique que s'ils veulent être à même d'enseigner l'histoire de la Shoah et de répondre aux contestations qui peuvent se lever dans la classe, parce que aujourd'hui, le vrai sujet, si vous voulez, c'est que les enfants ont accès à d'autres sources d'informations. Avant, c'était les livres, c'était l'école. Aujourd'hui, c'est l'environnement et les réseaux sociaux. Et donc, si un professeur n'a pas la connaissance historique pour répondre aux questions qui sont posées dans la classe, eh bien, il est mis en difficulté devant les autres. Et donc, il y a en effet des enseignants qui s'auto-censurent parce qu'ils estiment qu'ils vont être mis en difficulté. Nous, on dit aux enseignants, formez-vous, c'est la clé de votre succès sur l'histoire de la Shoah, comme sur les autres matières, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est d'ailleurs rassurant, parce que vous avez vu qu'il y a eu, il y a quelques jours, un sondage Opinionway sur l'enseignement de l'histoire en France. On se rend compte, finalement, que les élèves ont plus de connaissances sur l'histoire de la Shoah que sur l'histoire de la Révolution française. Et c'est aussi parce que l'enseignement est obligatoire qu'on a une génération d'enseignants aujourd'hui qui a compris qu'enseigner l'histoire de la Shoah, c'était aussi interroger une histoire de France, une histoire de l'Europe sur des sujets fondamentaux. Vous voyez, on parle de lutter contre les extrémismes, de lutter contre le radicalisme, mais il n'y a pas plus radical qu'un génocide. Donc si on veut en effet montrer le crime extrême qui a été perpétré à travers l'histoire de la Shoah ou à travers l'histoire des génocides, bien évidemment, d'une certaine manière, on lutte contre l'extrémisme en général. Et ça, les enseignants, la nouvelle génération d'enseignants, l'a compris. Alors maintenant, si on enseigne bien la Shoah dans 95% des établissements scolaires en France, en dépit des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, où on dit qu'on n'enseigne pas la Shoah, etc., etc., il y a des difficultés dans un certain nombre d'établissements scolaires, il ne faut pas le nier. Il y en a, parfois difficiles. Et la différence aujourd'hui, c'est que l'Éducation nationale, à la différence des années 2000, a vraiment pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Et après, c'est un travail long qu'il y a à accomplir. Voilà, il y a des difficultés aussi, mais ça reste minoritaire. C'est sûr. Vous recevez des magistrats et des policiers. Quel est le but? Alors en fait, il faut savoir que la première fois que des policiers sont venus ici, c'était en 2006. C'est à la suite d'une discussion avec le préfet de police Pierre Mutz, qui était à l'époque préfet de police. Et vous savez, les archives de Vichy ont été fermées au milieu des années 50, jusqu'au milieu des années 90. C'est ce qui a fait que d'ailleurs le mémorial notre institution a fonctionné dans l'illégalité la plus totale, parce qu'on n'a pas rendu les archives que nous avions sur Vichy, et qu'en plus on les a ouvertes à la recherche. Donc on a fonctionné dans l'illégalité la plus totale pendant toutes ces années. Toutes les recherches qui ont été faites grâce à nos archives. Mais en 97, il y a une circulaire qui ouvre les archives, de manière définitive, et on essaye d'obtenir l'ouverture des archives de la police. Et qui sont l'archive de la préfecture de police, c'est un État dans l'État, quoi. Et finalement, il y a un préfet qui arrive en 2005, Pierre Mutz, qui répond à notre lettre. À chaque fois qu'il y a un nouveau préfet de police, on a envoyé une lettre pour demander l'ouverture des archives de la police. Le rôle de la police a été central pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant toutes les rafles parisiennes. Et donc, Pierre Mutz dit OK, on ouvre les archives, donc on fait un échange d'archives. Et le jour de la signature de l'échange, il me dit mais bon, OK. À part quelques historiens, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je lui dis, voilà, on fait des visites. Il me dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on met en place
une visite de policier, une première, et en fait, qui n'a jamais cessé. Et pendant très longtemps, l'objectif, ça a été de faire réfléchir la police, ces jeunes policiers qui sont en formation, qui ne sont pas encore sur le terrain, qui ont encore le temps de réfléchir et de penser leur métier. C'est de comprendre que ça s'est passé. Eux, ils ne sont pas responsables, ils sont d'une autre génération. Mais il faut savoir que ça s'est passé. Et d'ailleurs, ça s'est passé, et entre-temps, la recherche s'est développée. Dans la police, il y a eu ces salauds qui ont fait plus que leur travail. Il y a ceux qui ont fait leur travail, il y a eu des résistants, et on sait notamment que l'échec de la rafle du Veldiv, on le doit aussi à un certain nombre de policiers qui ont fait exprès de faire du bruit, de venir annoncer qu'ils allaient procéder à des arrestations pour permettre à la population juive de se sauver. Et donc, c'est de dire aux policiers, voilà, ça a existé. Il y a des gens qui ont porté l'uniforme que vous portez aujourd'hui et qui ont accompli cela. Il faut que vous le sachiez dans l'accomplissement de votre mission. Il faut savoir que dans un État, comme dans un pays comme la France, le pays des droits de l'homme, eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, notre pays a basculé dans une dictature et la police a été chargée de réaliser les bases œuvres de la politique décidée par le régime de Vichy. Donc c'est un moment de réflexion, c'est un moment de réflexion qui nous a permis également de recevoir les gendarmes. Et les gendarmes, vous savez, en France, ont été en charge notamment de la surveillance des camps. Il y avait un commandant nazi, mais toutes les forces en présence étaient des gendarmes. Donc on fait de la formation également pour les gendarmes, et là d'une manière très poussée, parce qu'on les amène aussi à réfléchir sur les questions liées au racisme, à l'antisémitisme, c'est-à-dire comprendre de quoi il s'agit, parce que les policiers comme les gendarmes, quand ils arrivent sur le terrain, ils doivent prendre la parole, ils doivent s'exprimer, ils doivent essayer d'analyser une situation. Donc on essaye de leur donner aussi des éléments professionnels qui vont leur permettre de travailler eux-mêmes sur des notions qu'ils n'ont pas forcément. Et donc on va essayer de planter un décor, de leur donner le vocabulaire, de leur donner un sens aux mots. On y revient en permanence. Et donc c'est un peu la même chose avec les magistrats. Vous pouvez être un magistrat de très grande qualité et puis avoir une ignorance totale d'une connaissance un peu fouillée de ce qui s'est passé dans l'histoire de la Shoah et dans l'histoire des génocides, et puis également dans la compréhension d'un certain nombre de sujets. Voilà, les théories complotistes, c'est quelque chose qu'on a revisité avec le Covid, mais qui est vieux comme le monde. Les théories complotistes, lorsque ont été publiées sur les réseaux sociaux cette caricature, on voyait Agnès Buzyn qui était devenue une empoisonneuse. Qui a compris qu'on faisait référence au Moyen-Âge et à l'accusation qui avait été proférée contre les Juifs à l'époque déjà d'empoisonner les puits. Donc il y a une historique, il y a une histoire à réaliser, et puis les magistrats aussi, parce que le mémorial, depuis maintenant 2014, organise à la demande de la justice des stages de citoyenneté. Nous recevons des adultes qui sont envoyés par les parquets. Et nous avons, pendant 2 jours, un travail en profondeur avec des adultes qui ont proféré des insultes ou racistes ou antisémites, parfois les deux. Et donc, pendant 2 jours, on accompagne ces personnes pour essayer de travailler avec eux sur tous ces sujets. Et donc, on a un lien qui est de plus en plus important avec les magistrats. Et puis, c'est vrai que les magistrats doivent rendre des jugements. Donc, il faut comprendre. C'est quoi un acte antisémite ? C'est quoi une croix gammée ? À quoi ça fait référence, une croix gammée sur un mur ? Est-ce que c'est un acte antisémite ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça, pardon de poser la question, c'est une question naïve et provocante, mais tout ça donne lieu, en effet, à des séminaires de travail et notamment de connaissances historiques. Moi, j'ai une dernière question pour vous qui est, à mon sens, fondamentale. Ça s'appelle mémorial. Donc pour celui qui n'est pas juif ou pour celui qui n'a pas besoin de faire un voyage dans l'histoire ou d'avoir la volonté et l'envie de comprendre, c'est tout de suite, ça fait référence à la mort. Donc comment vous vous renouvelez aujourd'hui pour pouvoir donner l'envie à des jeunes générations, sans que ce soit une visite obligée par l'école, ou à des non-juifs, de venir dans cet endroit qui en fait est plein
de vie et plein de documents et d'expositions qui sont très, très, très enrichissantes. Oui, alors en fait, c'est très compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que les musées d'histoire, de manière générale, sont les parents pauvres des musées. Quand on est dans une ville comme Paris, où vous avez parmi les plus beaux musées du monde, donc c'est très compliqué. Néanmoins, cela nous oblige en permanence, d'une part, à avoir des expositions qui soient attractives et professionnelles. En fait, le mémorial, après sa rénovation, ou pendant la rénovation, on a véritablement... il y a eu un changement de génération dans les équipes, et puis un afflux de personnes nouvelles qui sont des professionnels de la communication, des professionnels des archives, des professionnels des expositions, etc. Le mémorial est devenu, de ce point de vue-là, un musée parisien comme les autres. Si vous venez le dimanche, vous allez voir des touristes japonais, des gens venus des quatre coins du monde. Et tout ça, on l'a fait parce qu'en fait, on essaye, d'une part, d'être sur le plan programmatique extrêmement attractif. On propose de manière permanente, dans des conférences, des débats, une réflexion éthique sur ce qui s'est passé, en ayant un programme qui ne soit pas avec une approche, entre guillemets, larmoyante. On essaye de poser la question politique au sens noble du terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu se passer? Et d'observer tous les aspects de ce qui s'est passé, de s'adresser à tous les publics. Vous allez avoir des colloques, vous allez avoir des conférences, vous allez avoir des témoignages, vous allez avoir des projections de films, véritablement parler à tout le monde. Et puis je pense qu'aujourd'hui, le mémorial de la Shoah a pris sa place dans l'environnement parisien. On n'est pas perçu comme une institution militante, politique, antiraciste. On est perçu comme une institution sur un sujet. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais, on a pris notre place. Il y a encore énormément de travail à faire. Hein, il y a encore énormément de gens à convaincre. Mais c'est là où vous avez 1000 fois raison, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de venir au mémorial que d'aller voir n'importe quel musée de peinture, d'art, etc. Ça nécessite un moment qu'on se dise, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Parce qu'on sait que ça va être peu difficile, douloureux, que ça va nécessiter une attention particulière. Bien sûr. Et donc, mais voilà, je pense que, bien évidemment, c'est un musée de connaissances, et comme tous les musées de connaissances, ça nécessite en effet une démarche. Mais venez, vous allez voir par vous-même. Merci. Merci Jacques Fretsch de nous avoir présenté le mémorial de la Shoah avec autant de passion et autant de lumière. Nous allons terminer notre émission à Cherbourg, où un enseignant remarquable a fait ce travail auprès de ses élèves, un travail indispensable dans notre société, souvent tentée par le rejet de l'autre. Cherbourg. En ce dimanche d'octobre va se dérouler une journée dédiée à l'inauguration d'un mémorial. Une journée exceptionnelle pour rendre hommage aux 99 habitants juifs de la Manche déportés à Auschwitz, ainsi qu'aux 36 justes qui ont bravé les dangers pour sauver les autres. C'est grâce au travail d'un enseignant d'histoire, Olivier Jouot, que depuis 2011, chaque année, ses élèves ont travaillé et se sont rendus dans des lieux de mémoire. Du musée d'Anne Frank à Amsterdam, à Yad Vashem en Israël. Et pendant 9 ans, ils ont travaillé avec passion pour identifier ces victimes et permettre de leur rendre hommage aujourd'hui. En fait, le point de départ, c'était l'intention de se rendre sur les camps d'Auschwitz-Birkenau avec des collégiens, des 4e et des 3e. Donc, ce qui est un âge assez jeune pour être confronté quand même à cette expérience. Et l'idée, c'était que chaque jeune soit investi du destin d'un déporté manchois, donc du département de la Manche. Il a fallu pour cela qu'il fasse un travail de recherche, un véritable travail historique, à partir d'archives qui sont toujours d'ailleurs conservées aux archives, dans les services d'archives publics, comme les archives départementales de la Manche par exemple, ou le DAVCC, qui est la division des archives des victimes des conflits contemporains, qui se trouve à Caen. Augmenté d'archives familiales. Du coup, on a pu confronter dès le départ l'histoire et la mémoire. Vous pouvez nous expliquer l'évolution de ce travail au fur et à mesure des années? Alors on a commencé dans l'année scolaire 2011-2012 avec des élèves de la section Euro, section européenne.
Et donc, dans un premier temps, les élèves se sont déplacés, se sont rendus aux archives départementales de la Manche à Saint-Lô par exemple. Et puis on a mis aussi à leur disposition des archives qu'on avait copiées sur d'autres services. Ensuite, il y a eu un travail d'écriture, de validation. Donc, les enseignants ont fait le travail aussi de leur côté pour essayer d'aider les élèves dans ce travail de recherche historique. Et puis ensuite est devenu le temps du déplacement sur Auschwitz, qui a été donc un moment intense, puisque là les élèves étaient vraiment investis d'une personne, d'un parcours, et ils étaient porteurs d'une histoire très, très incarnée. C'était vraiment notre souhait. Au retour, ils ont fait une conférence, ils ont rendu compte de leurs impressions du voyage, mais aussi ils ont fait un apport historique. Ils ont aussi rencontré des survivants. Et par la suite, avec d'autres élèves, on a prolongé le travail, on a découvert d'autres personnes qui avaient été déportées. Donc on a étendu le travail, on l'a approfondi. Des élèves sont retournés à Auschwitz, ont rencontré de nouveaux témoins. Et l'année suivante, un groupe est allé à Jérusalem, à Yad Vashem. Et on a plus orienté notre recherche à ce moment-là sur les Juifs parmi les nations, qui est une autre approche, mais bien sûr de la Shoah. Et quelles sont les réactions des élèves au fur et à mesure? Comment ça se passe pour eux de passer d'un livre d'histoire au terrain à proprement dit? Des changements, de l'émotion bien sûr, puis des élèves qui sont capables ensuite d'être porteurs de cette histoire, qui deviennent des médiateurs, qui en parlent autour d'eux. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, 19 anciens élèves, puisque maintenant ils ont 22-23 ans, viennent pour la cérémonie et vont lire les noms de 99 Manchois assassinés dans le cadre de la Shoah. Pensez-vous que ce travail qui permet d'humaniser cette période de l'histoire doit être généralisé à travers toutes les écoles de France? On peut tous, je pense, s'emparer localement. C'est aussi la loi de la proximité. On peut s'emparer localement d'histoires tragiques liées à la Shoah, parce que malheureusement, aucun département de la France n'a échappé à ce passé dramatique. Qui a décidé la création de ce mémorial? Alors le mémorial, on l'a imaginé dès 2011-2012 sous forme de papier. En fait, c'est un mémorial de papier. J'étais très inspiré par le travail de Serge Klarsfeld. Et tout à fait récemment, enfin il y a 2 ans, le département de la Manche, en la personne de son président, m'a proposé de passer du papier au marbre. Donc ça a été vraiment un travail très collaboratif. Et puis plus récemment, donc le département qui s'est totalement investi dans la préparation de ce mémorial. Et c'est l'aboutissement d'un cycle d'années de travail par ces élèves qui sont maintenant d'anciens élèves et qui correspond malheureusement à une montée très très forte de l'antisémitisme, donc ça a encore plus de raison d'être. Oui, le rapport effectivement à l'actualité a toujours été sous-jacent, c'est certain. Mais effectivement, je pense que les élèves sont vraiment marqués et porteurs d'un message républicain. C'était notre intention de départ, au-delà de l'apport de la connaissance historique. Je préfère parler d'histoire que de mémoire dans ce domaine. Merci pour votre travail en tout cas. Merci beaucoup.